Bonjour Christophe Rivéran. Bonjour Bertrand. Bon, déjà, je signale que ça n'est pas vous qui êtes en photo derrière sur la slide. Vous vous ressemblez beaucoup plus que la photo, en fait. C'est surtout ça. On a 2 points communs. Vous êtes le directeur du développement de Fluxim. Un mot sur votre entreprise. Écoutez, déjà, merci de m'accueillir, Bertrand. Ravi de pouvoir intervenir ici. Ça fait 22 ans qu'on est partenaire des directions financières. On a commencé il y a 22 ans à mettre en place des premiers logiciels de gestion des notes de frais pour simplifier les processus comptables. On s'est diversifié il y a maintenant 18 ans sur la dématérialisation des factures fournisseurs, factures clients, pour aujourd'hui être un acteur global des processus P2P O2C. Donc concrètement, on met en place des solutions logicielles pour gérer le poste fournisseur, la comptabilité fournisseur avec tout ce que ça revêt, et le poste client pour optimiser le cash, optimiser la facturation. Voilà, et Fluxim propose à la fois des solutions logicielles et des expertises en termes de consulting pour mener à bien les projets. Et vis-à-vis de la facturation électronique, vous êtes positionné où dans la chaîne ? Donc concrètement, on intervient sur deux grands sujets. Le premier, c'est la fourniture des solutions logicielles, en l'occurrence des acteurs PDP. Donc on fournit parmi les meilleures solutions du marché. On travaille avec des grands éditeurs comme Basware, Esker, Evalua et Generix. Donc en fonction du contexte du client, en fonction de sa géographie, en fonction de ses volumes, en fonction de ses besoins, on va l'orienter vers une plateforme. Donc ça, c'est le premier sujet, le chapitre logiciel. Et le deuxième chapitre, c'est le chapitre intégration, puisqu'il faut les mettre en musique, ces solutions. Il faut les interfacer avec les systèmes comptables, les ERP. Donc ça, c'est notre science du quotidien. Christophe, vous avez décidé pendant ces 15 minutes de lister les 5 pièges à éviter. Oui. Commençons par celui qui serait le plus évident, en fait. Bon, je vais essayer de ne pas faire de la répétition par rapport aux précédents intervenants, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Je crois qu'il y a un point important. La première erreur à ne pas commettre, c'est attendre 2026. J'enfonce peut-être des portes ouvertes en disant ça, mais c'est essentiel, puisque c'est des projets qui se préparent. On va le voir dans cette conférence. Il y a plusieurs composants à alimenter. Et 2026, c'est demain. Si vous prenez le calendrier à 400 jours quasiment entre aujourd'hui et le 1er septembre, vous enlevez 2 mois de vacances sur 2 années, donc ça fait qu'il reste à peu près 250, 300 jours. Vous enlevez les jours non travaillés, il va nous rester 200 jours pour mener un projet de conformité. Ce n'est pas neutre. Donc ne surtout pas attendre janvier 2026 pour commencer à réfléchir, mais commencer maintenant à mener ces réflexions et ces projets. Si on regarde de l'extérieur la réforme de la facturation électronique, on pourrait se dire que c'est une histoire de conformité fiscale, donc une histoire de fiscaliste, et on se dit quel rapport avec les DAF au bout du compte ? Ouais, c'est une bonne remarque. Alors c'est vrai qu'on est sur un projet de fiscalité puisque ça touche principalement les éléments de TVA. Mais quand on regarde de près tous les composants, on voit que c'est un projet protéiforme. On va avoir une composante législative, fiscale, puisque c'est la teneur de cette réglementation. On aura un chapitre informatique, parce qu'on va échanger des flux d'informations avec des plateformes. Donc le chapitre informatique est très important. Et on a un chapitre aussi finance, processus, métier, parce que une facture fournisseur, il faut la payer, il faut l'imputer comptablement, il faut l'éclater analytiquement, il faut la rapprocher d'une commande. Tout ça, ça demande un savoir-faire autour du métier. Donc en fait, le regard qu'on apporte sur ces projets, c'est des projets protéiformes dans lesquels il faut avoir un collectif qui travaille. On voit que les clients chez qui on travaille aujourd'hui, par exemple chez Vinci Construction, qu'on équipe depuis quelque temps, mènent vraiment un aspect collégial dans leur projet avec une dimension fiscalité, l'équipe IT, l'équipe métier et l'équipe AMOA sur ces différents projets. Ça concerne absolument tout le monde et les DAF évidemment au milieu. Autre idée reçue qu'on pourrait avoir, penser que c'est un truc franco-français en fait, que ça va se passer ici et puis que finalement on ne gère que ça dans les rapports qu'on a avec d'autres entreprises françaises. Et ça c'est complètement fou en fait. Alors oui, vous avez raison Bertrand, il ne faut pas voir que l'aspect français puisqu'il y a des choses qui se passent au niveau européen. Alors la France n'est pas le premier à avoir franchi le pas de cette réforme de la facture. L'Italie avait été précurseur en Europe. On voit que la Belgique et l'Allemagne nous passent un peu devant en termes de date de démarrage. Donc il faut avoir en ligne de mire le fait qu'on est sur un chantier et une tendance mondiale. Tendance européenne mais aussi mondiale. La facture électronique est vraiment un sujet où tout est en train de se démocratiser dans la plupart des pays. Donc quand les sociétés et vous, directeurs financiers, qui allez choisir une PDP, il faut avoir ce coup d'avance. Parce que vos organisations, les entreprises aujourd'hui françaises concernées, ont aussi des flux à l'étranger.
Donc choisir une PDP 100% franco-français va répondre à la demande du 1er septembre 2026, mais ne va pas répondre peut-être aux demandes d'autres pays. Donc le choix d'une PDP, c'est aussi vérifier que l'acteur avec qui vous allez travailler intègre une dimension internationale pour être sûr que vous ne multipliez pas les plateformes concrètement et que vous n'avez pas X plateformes pour X pays à se conformer. Parce que les autres pays ici sont déjà mis, comme l'Italie par exemple, ou s'y mettent, comme la Belgique, et tous les autres pays vont suivre. Donc ça devient une histoire européenne très fondamentalement. Complètement. Alors, ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, on envoyait une facture par le canal qu'on veut à une autre entreprise, mais là, on va la transmettre via un tiers. Et ça, c'est un changement de paradigme, pour dire un mot que tout le monde aime bien en ce moment, une vraie révolution, en fait. Comment est-ce qu'on va gérer ça et comment est-ce qu'on va s'assurer qu'en fait, la facture arrive bien à destination, ce qui est le but du jeu? Ouais. Et d'ailleurs, c'est une bonne motivation pour la direction générale de se dire est-ce que mes factures vont bien arriver. Donc si vous cherchez des arguments auprès de la direction pour lancer des projets... C'est bien un truc auquel on tient, c'est que ces factures arrivent au bon endroit. En effet, c'est un peu important. Donc vraiment, le sujet de l'échange de factures va être clé. Ça pose la question du routage de la facture. Est-ce que la facture que je vais envoyer à mon client X va bien arriver chez ce client, sachant qu'il y a un tiers qui va s'occuper de l'intermédiation? Et ça pose la question des référentiels. Aujourd'hui, toutes les sociétés ont des référentiels clients-fournisseurs. Dans les ERP, dans vos ERP, vous avez un ensemble d'informations. On sait par définition que l'information qu'on saisit un jour va être obsolète à un moment donné parce que l'entreprise déménage, dépose le bilan ou parce qu'on peut faire des erreurs de saisie. Donc il est super important de penser à enrichir, nettoyer ces référentiels clients-fournisseurs de manière à s'assurer qu'il y ait une totale concordance avec l'annuaire du concentrateur, qui lui va être indexé sur le référentiel de l'INSEE. Donc la préconisation, ou du moins l'erreur à commettre, c'est de ne pas nettoyer ces référentiels et de faire comme s'il n'aurait rien été. Il faut que les sirettes, les sirènes, les T20 intra-communautaires de demain soient en totale concordance avec vos tiers et les raisons sociales. Comment on sait qu'on est à jour là-dessus, sur le nettoyage référentiel? Très concrètement, on fait un audit. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait assez fréquemment pour nos clients, on récupère le référentiel client, le référentiel fournisseur, et on fait un audit de qualité. Voilà, donc quel est le taux de complétude d'information, le taux d'information erroné, le taux de doublon, de manière à prendre conscience de ce qui est bon et de ce sur quoi il faut mettre de l'attention en termes de nettoyage. Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment des réglementations sur les types de factures qu'on doit envoyer. Tout le monde n'est pas à 100% à jour sur les informations qui doivent figurer sur une facture, mais là, en électronique, ça ne passera plus. Il faut remplir tous les champs, là, très concrètement. Clairement. Ouais. Donc ça va changer pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres points de vigilance que vous voyez, vous, par rapport à ceux qu'on a déjà un petit peu abordés? Je crois que ce qui a été dit dans la précédente conférence, notamment Madame Huet d'Asso Systèmes, est clé, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet protéiforme. Donc il y a un projet de conformité dans lequel on va échanger des flux avec les tiers via une plateforme privée reconnue par l'État. On va avoir des flux qui vont s'échanger avec le concentrateur. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas forcément ou qui n'est pas explicite dans cette réforme, c'est tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Tout à l'heure, j'ai évoqué que la facture fournisseur doit être validée, doit être enrichie comptablement, doit être enregistrée comptablement. Tous ces processus sont intimement liés à la réforme. On va remonter les statuts de facture dans le concentrateur, dans la PDP. Encore faut-il que les entreprises aient prévu les outils permettant de gérer ça en interne. Donc, une des erreurs à ne pas commettre, c'est d'oublier de structurer vos processus de traitement de facture. Donc, concrètement, nous, aujourd'hui, dans la plupart des projets qu'on mène, on prépare l'ossature d'échange de factures avec la PDP, mais on met en place les logiciels de traitement de factures, fournisseurs et clients dans l'entreprise, pour déjà rendre le processus plus agile, tant qu'à faire, autant bénéficier de la réglementation pour repenser ces processus, mais aussi pour simplifier les échanges avec les systèmes comptables. Donc vraiment, l'élément clé, c'est aussi de préparer ces processus et son organisation à un nouveau fonctionnement. Donc on peut, et on doit même choisir sa PDP, mais il y a tout un travail préparatoire qui est hors cadre de ce choix finalement. Oui, et encore une fois, je pense que ce qui a été dit tout à l'heure est très pertinent. C'est un projet qui demande plusieurs types d'acteurs. Déjà un acteur de type conseil, de manière à préparer les flux, identifier les cas d'usage sur lesquels je suis concerné, préparer ces données dans le système comptable dans l'ERP. Ça, c'est vraiment une dimension conseil.
Et il y a une deuxième dimension qui est une dimension outil. Une fois qu'on a préparé ce terrain, l'outil permet justement de structurer ce qui a été défini en amont. Voilà, et l'intégration avec les systèmes comptables est aussi une composante essentielle. Christophe Riveron, vous nous avez proposé au départ de lister 5 pièges à éviter. Oui. Je vous propose de revenir sur les 5 en une seule fois avec un petit mot sur chacun des pièges. Alors, je le résumerai sous 4 termes pour être très concret. Bon, la préparation, ça je pense que tout le monde l'a compris, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et la préparation, c'est plusieurs volets. La préparation des données. Je pense que ça, c'est un chapitre où il faut mettre de l'énergie pour s'assurer que vos ERP intègrent les nouvelles mentions obligatoires, vos ERP intègrent toutes les informations nécessaires à la production et réception de factures. Donc le chapitre données est important. Il y a un chapitre conduite du changement qui est important parce que c'est un projet de réforme majeur, donc il faut que les gens soient acculturés, comprennent le sens de la réforme. Un projet se comprend si on en comprend le sens, donc ça c'est un volet important. Il y a un volet processus, je pense, de manière à préparer cette révolution. Je pense que vous avez raison, Bertrand, il faut oser dire le mot, c'est une révolution dans l'échange de factures. Donc préparer ces processus de manière à bénéficier peut-être aussi de gains en interne. Hein. Le but, c'est pas faire qu'un projet de conformité, mais se dire, est-ce qu'il n'y a pas l'occasion de revoir certaines manières de travailler, qui vont être induites par la réforme aussi. Et enfin, il y a un chapitre logiciel, puisque cette réforme s'appuie sur des plateformes privées, qui sont des logiciels, pour la plupart SaaS. Et ce chapitre-là nécessite aussi une attention particulière, pour être sûr qu'il s'adapte au contexte de l'entreprise, son volume, sa géographie, ses besoins, ses flux, ses cas d'usage. Voilà de manière très synthétique les différents éléments que je pouvais dire. Christophe, je vais faire un appel au peuple. Si vous avez des questions sur tout le travail préparatoire dont Christophe Riveron est en train de parler, n'hésitez pas à mettre ça en question dans la partie de chat qui est à droite de votre écran. Comme cette question qui est arrivée là, allez-y. Vous pouvez mettre vos questions, me les transmettre en direct. Si les logiciels en amont de l'ERP émettant des factures clients, ne sont pas en mesure d'émettre des factures électroniques, de quelle solution dispose-t-on? C'est votre boulot, ça. Bon, déjà, il faut en effet un système qui émet des factures. Ça, c'est important. La plupart des systèmes aujourd'hui comptables ERP permettent de produire ce type de fichier. La question est, sous quel format ces systèmes vont produire les factures? Là, j'ai envie de dire, peu importe. L'objectif, c'est d'avoir un fichier de données qui permet de contenir les données obligatoires par rapport au cas d'usage, par rapport aux mentions obligatoires de la facture. Une fois que ça c'est fait, les systèmes que nous on propose permettent de faire les traductions, les conversions dans les formats imposés par la réforme et permettent aussi des fois de reconstituer une image de facture. Parce que la facture que je vends au fournisseur français peut être différente que celle que je vends au fournisseur allemand, qui nécessite peut-être un envoi différent. Donc les systèmes prévoient des conversions de formats en fonction de cette réforme. Il y a combien de formats qui sont accessibles? Trois formats du SOC pour la France. Ouais. Mais après, on a d'autres typologies. C'est encore une fois, les factures s'envoient en France, mais pas que. Donc il faut aussi prévoir le coup d'après sur les formats d'autres pays. Donc on doit choisir un format absolument ou on peut un peu jongler avec les trois selon les... Alors les formats entre PDP sont obligatoires selon les 3 formats du SOC fixés par la loi, mais le client, lui, génère un fichier de facture comme il peut. Voilà, ça c'est vraiment, il n'y a pas d'obligation sur ce point-là, c'est vraiment entre les plateformes que les formats sont obligatoires. Donc chaque plateforme qui va passer par l'annuaire centralisé va transformer, si besoin, un format dans un des 3 autres, enfin un des 2 autres en l'occurrence. Exactement. C'est comme ça que ça va se passer. Donc ça sera leur boulot. Donc chacun choisit son propre format, celui qui l'intéresse plus et qui est plus cohérent avec ses bases de données, en fait, tout simplement. Ouais. C'est bien ça l'histoire. Quelle est la durée moyenne de votre accompagnement en fait, d'un projet avec vous sur cette mise à plat avant même le choix d'une PDP? Je dirais qu'on mène différents types de projets. La plupart des projets qu'on mène sont sur des timings d'environ 6 mois pour être un peu large, sachant que les équipes avec qui on travaille ont aussi un métier au quotidien, donc on n'est pas à temps plein dans les entreprises. Mais une durée de 6 mois... est plutôt quelque chose d'assez conventionnel en termes de moyenne de projet, sachant qu'on a une première phase préliminaire que le client a déjà menée en amont, cette phase de cadrage,
préparer les cas d'usage, préparer ces données. Donc ça, souvent, c'est un travail qui est fait en amont. Et nous, on arrive dans la phase de conception de la solution pour répondre strictement aux besoins de conformité. Mais derrière, on va aussi définir, designer les processus de traitement de factures fournisseurs-clients que l'entreprise a besoin de déployer pour bénéficier de la facture électronique au sens large et pas se retrouver à réimprimer des factures ou à les faire circuler en PDF par email. Il y a une chose qui est intéressante, c'est de savoir quel est votre conseil ou quels sont vos conseils principaux pour choisir une PDP, parce que vous n'êtes pas directement au cœur d'un conflit d'intérêts là, sur ce coup-là. Donc donnez-nous vos conseils. Je pense qu'il faut... Tout à l'heure, David de Gimond de Mazars disait qu'il fallait se connaître. Je pense que c'est très vrai. Et se connaître, c'est identifier ses flux. Concrètement, quelles sont mes typologies de factures clients, fournisseurs, quelles sont mes géographies de flux. Si je suis franco-français, que je gère des flux extrêmement simples, peut-être qu'une PDP uniquement France conviendra. En revanche, si je commence à avoir des flux internationaux, si je commence à avoir des besoins de mettre en place des rapprochements automatiques, de gérer des demandes d'achat, tout ça va nécessiter une PDP plus spécifique qui intègre un volet international, qui intègre des logiques métiers. Donc le premier sujet, c'est voir qu'est-ce que j'ai dans mon organisation, quels sont mes flux, quels sont mes volumes. Et en fonction de ça, nous, on pourra aiguiller vers une PDP plutôt qu'une autre. On a une autre question de l'audience, Christophe. Si nous décidons de passer à l'émission de la facture électronique avant le 1er septembre 2026, donc la date butoir, un client pourra-t-il refuser notre facture et devrons-nous lui transmettre au format papier s'il le souhaite? Alors, devons-nous recueillir son accord? C'est une question double. Oui. Alors, plusieurs questions dans la question. Est-ce qu'on peut démarrer déjà le projet avant le 1er septembre? La réponse est oui. Le concentrateur va ouvrir ses portes en février-mars 2026. Donc ça, c'est une forte recommandation qu'on a, nous, de démarrer vos projets assez tôt pour bénéficier de cette ouverture. L'obligation d'émettre et de recevoir est au 1er septembre. Donc avant, il n'y a pas d'obligation, ça c'est strictement réglementaire. Et si on veut le faire avant, naturellement, je pense qu'un consentement peut être souhaitable dans des bonnes relations commerciales. Dernière question, si j'ai plusieurs SI et plusieurs comptabilités en fait, pour l'ensemble de mes factures, ça va fonctionner comment pour moi? Alors, très bonne question. C'est ce qu'on constate assez souvent, d'ailleurs, hein, dans les clients qu'on équipe aujourd'hui en France. On constate qu'on a souvent un système comptable, un ERP, un système achat ou plusieurs systèmes comptables en fonction de ces sociétés. Donc là, il va être important d'avoir un premier logiciel d'harmonisation, j'ai envie de dire, des processus. Donc, ce qu'on voit assez souvent, c'est un logiciel de traitement de factures fournisseurs, par exemple, qui permet d'avoir un processus unifié de comptabilité fournisseur. L'ensemble des comptables, des approbateurs vont dans ce système-là qui va déverser dans les systèmes d'information comptables les éléments comptables, analytiques, les bons à payer pour déclencher les règlements et faire l'enregistrement comptable. Pour la facture client, le système permet aussi d'agréger les flux. Donc typiquement dans ce type d'organisation, le choix de la PDP et de ce que propose la PDP va être crucial parce que tout le monde ne se vaut pas sur ce plan-là. Et puis on a une dernière question de l'audience. Est-ce que le scan des factures fonctionne mieux avec un prestataire spécifique qu'avec un ERP ou logiciel de gestion? Je vais faire des heureux et de malheureux dans cette réponse parce que tout le monde va forcément avoir un avis différent. Moi, je répondrai simplement par le fait que les acteurs qui sont spécialisés sur le traitement des factures auront sans doute un impact plus fort sur la performance de reconnaissance, sur les solutions qui permettent d'extraire et de donner une facture, plutôt qu'un système qui est plutôt généraliste. Donc, ma vision, et ça engage que moi, la performance de lecture d'un document, la transformation d'un document en électronique est plutôt plus efficiente dans les acteurs dédiés que sur les acteurs de type ERP. Après, c'est une vision d'un acteur du marché. Merci d'être venu partager justement cette vision, puis toutes les autres, et les pièges à éviter, Christophe Riveyrand. Merci Bertrand. Sur ce plateau en direct. Je rappelle que vous êtes directeur du développement de Fluxim, donc on peut retourner vers vous si on a compris qu'il y avait des choses à faire avec vous. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.